À la fin des années 1930, l'expérience d'embarquer à bord d'un avion de ligne pour un voyage transocéanique n'avait rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Les passagers ne faisaient donc pas la queue au contrôle, ni ne descendaient chez des passerelles sans fenêtres, décorées de pubs étranges et clichés de HSPC. C'est peut-être juste moi ou Londres, je ne sais pas. À la place éternissante dans Prague, il descendait un quai en bois dans un port avant même de quitter la jetée. Un steward en uniforme impeccable prenait leur manteau lourd et ils quittèrent la terre ferme pour monter à bord d'un fuselage flottant étincelant. Une fois à l'intérieur, l'environnement n'était pas pensé pour maximiser la capacité en entassant des gens dans de petits sièges économiques, mais pour offrir un confort maximal. Ces appareils disposaient de salles à manger de 14 places avec nappes et serviettes, verres en cristal et serveurs offrant des repas en plusieurs services. Les cuisines recevaient 300 livres de nourriture fraîche pour un voyage transatlantique. Il y avait des vestiaires séparés, des salons pour socialiser, et la nuit, l'équipage rabattait des couchettes pour transformer la cabine en un train-couchette dans le ciel. C'était le Boeing 314 Clipper, un hydravion si performant et si glamour qu'il est devenu le premier avion à transporter. Un président américain en exercice transportant Franklin D. Roosevelt à la conférence de Casablanca en 1943. Il représentait un bref moment de l'histoire où voyager en avion était sans doute plus confortable qu'aujourd'hui. Cependant, ce confort avait un prix astronomique. En 1939, un billet aller-retour sur un Pan Am Clipper coûtait $675, ce qui semble tout à fait raisonnable. Pour mettre cela en perspective, cette somme correspondait environ au prix d'une maison modeste aux États-Unis. À l'époque, ces appareils représentaient le summum de l'aviation, de véritables hôtels flottants reliant les continents. À une époque où la plupart des pistes étaient hors des champs d'herbe, ils paraissaient la solution idéale pour voyager, pouvant amérir n'importe où. Il y avait de l'eau et il y a beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Alors qu'est-il advenu d'eux aujourd'hui? Il est difficile de répondre à cette question d'un simple coup d'œil. Si le monde est surtout composé d'eau, les hydravions seraient le transport idéal. Les moteurs à réaction les ont-ils remplacés? Étaient-ils dangereux? Sont-ils simplement devenus trop coûteux ou y a-t-il une raison plus complexe? Voyons cela ensemble. D'accord, avant d'aller plus loin, il faut clarifier notre terminologie, car le terme hydravion est un peu un fourre-tout qui masque d'importantes distinctions techniques. Généralement, il existe deux façons de poser un avion sur l'eau, ce qui donne deux machines distinctes, l'hydravion à flotteur et l'hydravion à coque. Un hydravion à flotteur est un avion classique, comme un Cessna ou de Havilland Beaver, équipé de deux grands flotteurs métalliques. Le fuselage, sans roue, reste haut et sec au-dessus des vagues. L'hydravion à coque est différent, comme son nom l'indique, le fuselage sert de coque. Il amérit directement sur son ventre renforcé dans l'eau. Même si nous verrons quelques hydravions à flotteur plus tard, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons surtout parler des grands hydravions à coque. Maintenant, si vous regardez attentivement la coque d'un hydravion à coque, vous allez remarquer cela. Ce n'est pas simplement un tube lisse comme un Boeing ou un Airbus moderne, elle est façonnée comme le fond d'un hors-bord haute performance. La caractéristique la plus importante s'appelle le redan. Si vous regardez le profil de la coque, il y a cette rupture nette, une sorte de pli au fond, à peu près à mi-chemin vers l'arrière. Ce redan est une prouesse d'ingénierie hydrodynamique. Lorsqu'un hydravion est à l'arrêt, il flotte assez profondément dans l'eau. Lorsque le pilote accélère pour le décollage, l'appareil pousse à travers l'eau, ce qui crée une traînée énorme. Mais à mesure qu'il prend de la vitesse, la coque est conçue pour générer une portance hydrodynamique. Il s'élève hors de l'eau et commence à glisser à la surface, ne reposant que sur la partie avant de la coque. C'est ce qu'on appelle monter sur le redan, et cela permet à l'eau de se détacher proprement de la coque. Cela supprime la succion et la traînée, permettant à l'hydravion d'accélérer pour décoller sans basculer, ce qui est important. Mettre les gaz à fond sur un énorme bateau en espérant qu'il décolle nécessite aussi de la stabilité. Certains modèles ont des flotteurs en bout d'aile, d'autres comme le Boeing 314 utilisent des nageoires, courtes ailes trapues dépassant de la coque à la ligne de flottaison. Ils servaient de ronde de stabilisateur et de plateforme d'embarquement pratiques pour les passagers. Mais cette ingénieuse architecture navale présente un gros inconvénient. Les mêmes éléments qui rendent un hydravion excellent sur l'eau le rendent vraiment mauvais dans les airs. La coque en V prononcée crée une surface supplémentaire et de la traînée, et ce redan au fond provoque des turbulences dans le flux d'air. La structure renforcée requise pour affronter les vagues de l'océan à 130 km/h était évidemment très lourde. D'un point de vue purement physique, un hydravion est tout simplement inefficace. Mais dans les années 20 et 30, ces compromis en valaient absolument la peine, car le monde était vraiment différent à l'époque. Le monde avant les pistes.
D'accord, pour comprendre pourquoi l'hydravion est devenu la forme dominante de voyages longue distance. Il faut regarder le monde des années 20 et 30 non pas vraiment à travers les yeux d'un pilote, mais à travers ceux d'un ingénieur. Aujourd'hui, on tient pour acquis que chaque grande ville possède des milliers d'hectares de béton armé plat en périphérie. Mais pendant l'entre-deux-guerres, cela n'existait tout simplement pas. L'aviation fonctionnait encore à partir de champs d'herbe, et cela convenait très bien à un biplan léger transportant le courrier. Pour construire un avion de largne plus lourd, long courrier, capable de transporter 20 passagers et des tonnes de carburant à travers un océan, il fallait une piste très longue et solide. Construire cette infrastructure est évidemment coûteux et difficile. Il faut acheter le terrain, aplanir les collines, assécher des marécages, couler des millions de tonnes de béton. D'un autre côté, la nature avait déjà construit toutes les pistes dont vous pourriez avoir besoin. Les océans, les lacs, les rivières. L'océan est plat et il est pratiquement partout. Je dois sans doute m'excuser auprès des pays enclavés, mais vous avez des lacs. Cette logique séduisait les grandes puissances. Pour les Britanniques, l'hydravion était le ciment de l'Empire. Il transportait le lait des courriers, diplomates et administrateurs coloniaux entre Londres, l'Inde, l'Afrique et l'Australie. En paquebot, cela prenait des semaines. Utiliser un avion imposait des droits d'atterrissage et des infrastructures dans des dizaines de pays, tandis qu'avec un hydravion, l'infrastructure existait déjà. Presque toutes les grandes villes de l'Empire, d'Alexandrie à Singapour en passant par Sydney, étaient des villes portuaires. Elles avaient déjà des ports, elles avaient déjà des douaniers et elles avaient déjà des équipages de bateaux. Cela a stimulé le développement de machines comme les hydravions Short Empire, commandés par Imperial Airways et Qantas. Elles ont été conçues pour être l'épine dorsale de l'Empire britannique. Ils transportaient 24 passagers de jour ou 16 passagers en couchette ainsi qu'une tonne et demie de courrier, sautant de port en port sans avoir besoin d'une seule bande de bitume. Les Américains, menés par l'ambitieux Round Trip de Paname, ont vu la même logique, mais l'ont appliquée à la conquête des océans. Ils voulaient bien surpasser les paquebots pour dominer les routes commerciales du Pacifique et de l'Atlantique. Les premiers vrais aéroports internationaux étaient des terminaux maritimes, comme Rose Bay à Sydney, et non des plaques tournantes terrestres. Ouvert en 1938 comme base d'hydravion, il est devenu le premier aéroport international d'Australie, ou voyez Foyne en Irlande. Ce petit village portuaire sur l'estuaire du Shannon fut, durant quelques années, le centre mondial de l'aviation et la porte d'entrée européenne des Clippers transatlantiques de Paname. Avant Heathrow ou JFK, le principal centre de transit du monde occidental était un quai humide, dans le comté de Limerick. À l'époque, cela avait du sens. Si vous possédez déjà une civilisation maritime avec des navires et ports, intégrer des avions flottants est bien plus simple qu'on ne le croit. Construire un réseau mondial de pistes en béton à partir de zéro. Bien sûr, tout ce modèle économique repose sur une condition spécifique, que le monde ne construise pas ses pistes. Une fois que le béton est autocoulé, le plus grand avantage de l'hydravion s'évapore instantanément, et vous pouvez probablement deviner ce qui va se passer ensuite. Mais d'abord, l'âge d'or du glamour. Si vous voulez comprendre l'apogée absolue de l'ère des hydravions, vous devez regarder une machine en particulier, le Boeing 314 Clipper. En 1935, Paname volait déjà sur le Pacifique avec le Martin M130 connu sous le nom de China Clipper. Mais pour le patron de Paname, Round Trip, ce n'était tout simplement pas suffisant. Il voulait quelque chose de plus grand, il voulait doubler la charge utile et avoir assez d'autonomie pour conquérir à la fois l'Atlantique et le Pacifique. Avec un niveau de confort qui ferait paraître un paquebot de luxe exigu, Boeing a relevé le défi d'obtenir la portance nécessaire pour ce géant. Ils ne sont pas partis de zéro. Ils ont utilisé l'aile du bombardier expérimental XB-15 si épaisse qu'on pouvait ramper à l'intérieur en vol pour inspecter les moteurs. Eh bien, à cela, ils ont ajouté un tout nouveau fuselage à double pont. Entre 1938 et 1941 seulement, 12 de ces géants ont été construits. 9 ont été livrés à Pan AM, 3 à Boac, mais malgré leur faible nombre, ils étaient en de véritables prouesses d'ingénierie. Nous parlons d'un avion avec une autonomie de 5600 km, construit à partir de 50 000 pièces distinctes, maintenues ensemble par un demi-million de rivets et parcouru par 18 km de câblage électrique. Entrer dans un Boeing 314, c'était comme pénétrer dans un club art déco. Le fuselage était divisé en 11 sections distinctes. 5 salons passagers séparés, des vestiaires hommes et femmes, une cuisine, des postes d'équipage et une soute à bagages étaient le présent. La salle à manger était la pièce maîtresse. Elle accueillait 14 personnes à la fois, et ce n'était pas un simple choix entre poulet ou bœuf. Loin des plateaux en plastique, des serveurs en veste blanche servaient du vin dans des verres en cristal alors que l'appareil volait à 2400 mètres. Pour vous donner une comparaison moderne, imaginez que vous montez à bord d'un Airbus A320. Maintenant, enlevez simplement tous les sièges inconfortables que Ryanair a installés.
Jetez ces compartiments supérieurs et, dans ce tube vide, installez le genre de mobilier de salon que vous vous attendriez à voir. Humphrey Bogart y sirotant un martini. Vous vous rapprochez de l'idée du clipper. La nuit, les stewards repliaient sur les sièges et installaient des couchettes, transformant l'avion en wagon-lit. Une suite nuptiale à l'arrière, une cabine privée, est vite devenue le lieu favori de VIP tels que Winston Churchill. Les itinéraires de ces appareils évoquèrent plus des romans d'aventure que des plans de vol. Une traversée transpacifique n'était pas simplement un saut de 10 heures, c'était une odyssée de 6 jours. Vous partiez de San Francisco et traversiez l'océan en sautant d'île en île. Honolulu, Midway, Lil Wake, Guam, Manille et enfin Hong Kong. Vous n'étiez pas toujours en vol la nuit. Parfois, le clipper atterrissait dans un lagon et les passagers rejoignaient un hôtel Paname sur l'île pour dormir avant de repartir le lendemain. Le premier vol commercial transatlantique des États-Unis vers l'Europe a eu lieu en juin 1939 avec 17 passagers et 12 membres d'équipage. Le billet aller-retour coûtait 675 $. Vous voliez pour le prix d'une maison, mais à ce prix-là, vous achetiez votre place dans l'histoire. En 1943, le Boeing 314 est devenu le premier avion à transporter un président américain en exercice, emmenant Franklin D. Roosevelt à cette conférence de Casablanca pour rencontrer Churchill. En raison de la menace des sous-marins allemands, les services secrets ont décidé que l'avion était plus sûr que la mer. Cela a confirmé le statut du clipper comme le moyen de voyage le plus prestigieux. Quand les États-Unis ont rejoint la Seconde Guerre mondiale, la fête s'est arrêtée, l'armée a pris les clippers, les passagers sont passés de mondains à généraux et soldats. De la fin de 1941 à 1944, ces 12 avions ont parcouru près de 10 millions de miles, servant de pont logistique à grande vitesse pour les Alliés. Mais bien sûr, cela n'a pas été sans coût. L'océan peut être assez impitoyable, même pour les bateaux. En 1943, le Yankee Clipper s'est écrasé en tentant d'amérir sur le fleuve Tage à Lisbonne. 24 morts, dont le correspondant Benjamin Robertson. La chanteuse Jan Freeman, grièvement blessée, a survécu. C'était un rappel brutal que, malgré tout le luxe, ces machines restaient relativement fragiles et atterrissaient sur une surface qui, vous savez, était en mouvement constant. À la fin de la guerre, en 1945, les clippers survivants avaient parcouru des millions de kilomètres, mais la guerre même à laquelle ils avaient contribué avait accéléré la technologie aéronautique de plusieurs décennies. Dès 1946, ces géants majestueux et imposants étaient déjà considérés comme des dinosaures. Le monde était prêt pour la vitesse, et le clipper allait être laissé pour compte. Les hydravions Empire britannique, tandis que les Américains construisaient d'immenses clippers pour conquérir le grand large, les Britanniques adoptaient une approche un peu différente. Ils devaient relier un empire qui s'étendait sur un quart du globe. Leur réponse fut l'hydravion Short S-23 Empire, commandé au milieu des années 1930 pour Imperial Airways. C'est un nom plutôt impressionnant. C'étaient les bateaux de classe C, les yachts volants de l'Empire. Ils étaient en plus petits que le Boeing 314, mais ce qu'ils n'avaient pas en taille, ils le compensaient par une efficacité civilisée. Ils transportaient environ 24 passagers, de jour ou 16 en couchette, ainsi qu'1,5 tonne de courrier. Les descriptions de l'intérieur de l'époque sont presque comiques par leur opulence. Les publicités vantaient, je cite, « les salons les plus luxueux jamais créés dans un avion », utilisant le mot « salon » et non « cabine ». Il y avait un salon fumeur, un pont promenade, un office de steward pour s'assurer que le thé soit toujours chaud. Le réseau a révolutionné les voyages mondiaux, particulièrement en Australie. À Sydney, vous arriverez sans doute à l'aéroport Kingsford Smith, près de la baie de Botany. Mais en 1938, le premier véritable aéroport international d'Australie était les eaux scintillantes du port de Sydney, plus précisément à Rose Bay. Le 5 juillet 1938, l'âge d'or de l'aviation australienne a officiellement commencé. C'était le début de la célèbre route du kangourou, encore un nom sympa. Le trajet de Sydney à Londres durait 9 jours, ce qui nous semble un calvaire aujourd'hui, mais à l'époque, l'autre option était un voyage en paquebot de 6 semaines. Qantas reliait Sydney à Singapour en 3 jours, puis Imperial Airways poursuivait jusqu'à Londres. Soyons clairs sur l'identité des occupants des 16 couchettes, ce n'était pas un moyen de transport de masse. La liste des passagers était essentiellement un défilé d'administrateurs coloniaux, de hauts responsables politiques, de magnates d'entreprises et de simples riches. Les tarifs étaient astronomiques, on ne prenait pas ces lignes pour économiser de l'argent, mais pour gagner du temps, et on payait une fortune pour le faire. Si les compagnies aériennes à bas coût d'aujourd'hui sont essentiellement des bus volants, les hydravions de l'Empire étaient encore des wagons Pullman volant avec leur propre majordome. Ils représentaient l'expression ultime de la puissance britannique d'avant-guerre, lent, confortable et exclusivement réservé à l'élite.
Foynes, un village au centre du monde, il n'y a peut-être pas de meilleur symbole de cette époque étrange et éphémère que le village de Foynes sur l'estuaire du Shannon en Irlande. Pendant une brève période, entre 1937 et 1945, ce petit port tranquille est devenu le centre du monde de l'aviation. Parce que les hydravions ne pouvaient pas vraiment faire le trajet de New York à Londres d'une seule traite, avec une cargaison commercialement viable, ils avaient besoin d'une escale et Foynes était cette escale. Il est devenu le terminal européen pour les géants transatlantiques. En juillet 1939, le Yankee Clipper de Paname a améri dans le port. Premier vol commercial de passagers des États-Unis vers l'Europe, il transportait 17 passagers et 12 membres d'équipage. Ils avaient payé 337 $ pour un billet aller simple afin d'atterrir dans un village qui, jusqu'à récemment, était surtout connu pour ses importations de charbon. Mais pendant ces quelques années, Foynes était un carrefour cosmopolite. Il y avait des stars de cinéma, des diplomates, des réfugiés et des espions, tous passant par le même petit terminal. D'ailleurs, pour la petite histoire, ou probablement une légende amusante. Une nuit d'hiver misérable, un vol a dû revenir à cause du mauvais temps, laissant les passagers frigorifiés, fatigués et trempés. Joe Sheridan, chef du restaurant du terminal, a voulu une boisson plus forte que le thé. Il a préparé du café, ajouté sucre et whisky, puis versé de la crème dessus. Un passager américain a demandé ce que c'était, et Joe Sheridan aurait répondu « Métier... » C'est un Irish coffee. Comme on dit, c'est peut-être juste une légende. Un instant, cela a paru être l'avenir du voyage. Des vaisseaux volants glamour accostant dans de charmants ports, réchauffant les passagers avec du whisky. Mais cet âge d'or n'a duré guère plus d'une décennie. La même guerre qui avait amené les VIP à Foynes était sur le point d'industrialiser l'aviation d'une manière qui allait te faire disparaître l'hydravion de la carte. La guerre les a rendus indispensables, mais elle a aussi semé les graines de leur destruction. Les bêtes de somme de la guerre sont en danger. Lorsque la guerre a éclaté en 1939, le monde étincelant du service de luxe des hydravions Empire a quelque peu changé. L'armée britannique a repris le design du Short Empire Civil, approfondi la coque, ajouté des soutes à bombes et des mitrailleuses, donnant ainsi le Short Sunderland. Si l'hydravion Empire était un hôtel volant, le Sunderland était une forteresse volante qui, il se trouve, flottait. Mis en service en 1938, plus de 700 appareils ont été construits et utilisés par la RAF et les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin des années 50. Ils étaient conçus pour la dure réalité de la patrouille maritime. Souvent sur l'Atlantique, pendant 10 à 13 heures d'affilée, le Sunderland conservait un niveau d'habitabilité qui était inconnu dans un Lancaster ou un BX-7. Il disposait d'une cuisine avec 2 réchauds à kérosène pour préparer des repas chauds, de couchettes pour que l'équipage hors service puisse dormir. Il avait même des toilettes à chasse d'eau en porcelaine dignes d'un yacht et un petit atelier de bord afin que les mécaniciens de vol puissent fabriquer des pièces et réparer des équipements en pleine mission. C'est plutôt cool, mais ne vous laissez pas tromper par les toilettes en porcelaine. C'était bel et bien une arme. Le Sunderland était lourdement blindé et équipé de tourelles défensives à l'avant, à l'arrière et sur le dessus. Il était si difficile à abattre que les pilotes de la Luftwaffe l'appelaient le Fliegendes. Elmen. Pourquoi si long? Stachel-Cheswin peut-être, ou en anglais, le porc-épic volant, ce que j'aurais probablement dû simplement utiliser. Le Sunderland devint le fléau des sous-marins en juillet 1940 lorsqu'un appareil de la RAF détruisit seul un U-boot pour la première fois. Pendant la guerre, ils ont mené de nombreuses missions éprouvantes au-dessus du trou noir de l'Atlantique central, cherchant le sillage d'un périscope. Ils ont secouru les équipages de navires torpillés dans la mer du Nord, amérissant dans des vagues capables de briser un avion moins solide. Chevaux de trait de la bataille de l'Atlantique, ils montraient qu'un hydravion pouvait résister à des coups fatals pour d'autres appareils. Les Britanniques utilisaient le Sunderland, tandis que les Américains fournissaient le PBI aux Alliés. Le Catalina était le couteau suisse de la guerre, plus petit, plus lent, mais toujours incroyablement robuste. Il était utilisé pour tout, de l'escorte de convois au repêchage d'aviateurs abattus dans le Pacifique. Mais le rôle le plus légendaire du Catalina n'était pas le combat, c'était une ligne de vie secrète connue sous le nom de service double leveur du soleil. En 1943, l'avancée japonaise à travers l'Asie du Sud-Est avait coupé la liaison aérienne entre la Grande-Bretagne et l'Australie. La route Kangourou était morte. Pour maintenir les communications, Qantas a repris la liaison avec des Catalina, utilisant une route secrète entre Ceylan, Sri Lanka et l'Australie occidentale. C'était le vol commercial sans escale le plus long de l'histoire, et de loin. La distance dépassait les 3500 milles au-dessus de l'océan Indien. Les Catalina étaient tellement surchargés de carburant qu'ils ont dû retirer tout le reste. Il n'y avait pas de siège de luxe, pas d'insonorisation, et à peine de capacité de charge au-delà du courrier diplomatique, et de 3 passagers très à l'étroit. Les vols duraient régulièrement entre 30 et 33 heures sans escale.
et cela signifie 33 heures dans un tube métallique bruyant, non pressurisé, qui vibre en permanence sans jamais dépasser les 1500 mètres d'altitude. Ils devaient en garder le silence radio pour éviter les chasseurs japonais et n'avaient aucune aide à la navigation. Les équipages naviguaient en se guidant sur les étoiles la nuit et à l'estime le jour, secoués par les turbulences au-dessus d'un océan sombre, avec la guerre de chaque côté. Le service doit son nom à la durée du vol, qui permettait aux passagers et à l'équipage d'assister 2 fois au lever du soleil avant l'atterrissage. Ceux qui survivaient à cette épreuve recevaient un certificat d'appartenance à l'ordre secret du double lever du soleil. Cela reste l'un des plus grands exploits d'endurance de l'histoire de l'aviation, un témoignage de ce que l'on peut accomplir avec un hydravion quand on n'a absolument pas d'autre choix. Cependant, il ne faut pas trop idéaliser cela. La guerre a aussi brutalement révélé les vulnérabilités de ces machines. Le taux d'attrition était élevé. En 1945, les 3 célèbres Martin M130 China Clippers, les avions qui avaient entrouvert cette route spécifique, avaient tous disparu. L'un a disparu, un autre s'est écrasé sur une montagne et le dernier s'est désintégré à l'atterrissage. L'accident du Yankee Clipper à Lisbonne marque aussi les statistiques. Vous voyez, quand on fait amérir un objet métallique de 40 tonnes sur l'eau à 130 km/h, la marge d'erreur est vraiment très mince. Heurter une vague ou un tronc submergé, ce n'est pas comme rouler sur un nid de poule sur la route. C'était bien vraiment grave. À la fin de la guerre, les hydravions avaient démontré leur utilité comme liens vitaux, bombardiers, courriers et navires de secours, remplissant toutes les missions confiées. Mais la guerre avait aussi transformé le monde d'une façon qui rendrait leur existence vraiment difficile. L'infrastructure de la planète avait changé et l'hydravion allait se retrouver un héros sans foyer. Les géants d'après-guerre et le lent déclin. Si l'époque d'avant-guerre était l'âge d'or, la période immédiatement après la guerre, c'était l'âge des dinosaures. À cette époque, les ingénieurs, portés par l'ambition, voyant le monde changer et disaient « Non, non, non. Ce qu'il faut, c'est juste un plus gros bateau. » L'expression ultime de ce déni fut le Saunders Roe SR-45 Princess. Ayant volé au début des années 50, le Princess était le plus grand hydravion tout en métal jamais construit. C'était une machine d'une beauté et d'une complexité stupéfiante. Il possédait une coque pressurisée à double bulle, une triple dérive massive et une envergure capable d'ombrager un petit village. Pour faire décoller cette bête de l'eau, il utilisait 10 moteurs turbopropulseurs Bristol Proteus. Conçu comme le paquebot de luxe ultime pour la traversée transatlantique, il transportait plus de 100 passagers dans un confort pressurisé. Mais un petit problème subsistait. Lorsque le Princess a volé pour la première fois en 1952, le monde pour lequel il avait été conçu n'existait déjà plus. Pendant la guerre, l'aviation avait évolué, des aéroports avec de longues pistes en béton étaient apparus partout. Les nouveaux avions à réaction, comme le de Havilland Comet, étaient plus rapides, volaient plus haut et n'avaient pas besoin d'une mer calme pour atterrir. Le Princess répondait à un problème. Où faire atterrir de gros avions, une question déjà résolue par le béton. 3 cellules ont été construites passons. Pas une seule n'a jamais transporté de passagers payants. Elles ont été stockées sous cocon pendant que des acheteurs potentiels venaient en vérifier les pneus, ce qui est impossible puisqu'il n'y en avait pas. C'est un peu le principe. Des rumeurs circulèrent sur la propulsion nucléaire et l'intérêt de la marine américaine, mais aucune n'a abouti avant qu'une offre sérieuse n'apparaisse. Des années plus tard, l'humidité britannique avait corrodé les coques inactives, devenues dangereuses. Les 3 ont été démantelés, comme l'a noté un journaliste aéronautique à l'époque, l'ère des hydravions était terminée. Et on ne peut pas parler de géant sans mentionner brièvement le Howard Hughes H-4 Hercule, mieux connu sous le nom de Spruce Goose. Petite parenthèse, je me suis assis dans le siège du capitaine de cet engin. C'était génial, l'avion est absolument gigantesque, contrairement au siège qui est de taille normale. Il était même plus grand que la Princesse, construit principalement en bois, et il a volé exactement une fois pendant environ 1 minute, en 1947. C'est le symbole ultime de cette époque, une réalisation d'ingénierie magnifique et record qui est devenue totalement et irrémédiablement obsolète dès qu'elle a quitté l'eau. Dès les années 50, construire d'immenses bateaux revenait à lancer un énorme paquebot à charbon, alors même que les premiers avions à réaction et porte-conteneurs apparaissaient à l'horizon. On peut admirer le savoir-faire, mais sans forcément vouloir investir. L'hydravion n'a pas disparu soudainement, il s'est juste retiré aux confins de la carte. Alors que les géants ont échoué, les appareils rescapés de la guerre ont continué à servir. De nombreux Short Sunderland militaires ont été reconvertis en avions civils, appelés Heights et Sandringhams. Privés de leurs mitrailleuses, équipés de sièges confortables, ils furent envoyés sur des lignes où les pistes étaient encore rares et devinrent légendaires dans le Pacifique Sud. Des compagnies comme Teal, la Tasman Empire Airways Limited, relièrent l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti et Fidji en hydravion.
Jusque dans les années 60 et 70 dans ces coins du Pacifique, où construire une piste sur un atoll de corail était pratiquement impossible, l'hydravion restait le roi, mais ailleurs leur époque était révolue à Rose Bay, à Sydney. L'âge d'or qui avait commencé en grande pompe en 1938 était effectivement terminé au début des années 1950. Les avions terrestres, plus économiques et efficaces, ont repris la prestigieuse ligne de Londres, laissant aux hydravions les trajets entre îles. S'ils étaient utiles dans le Pacifique, pourquoi ont-ils disparu de l'aviation grand public ? Pourquoi ne posons-nous plus nos avions sur la Hudson ? Qu'a provoqué la disparition de l'hydravion ? D'accord, donc nous avons établi que les hydravions étaient un glamour héroïque pendant la guerre et parfois assez terrifiant lorsqu'ils s'écrasaient. Nous avons montré qu'ils pouvaient atterrir partout et incarner le luxe. Pourtant, dans les aéroports actuels, les hydravions sont étonnamment absents. Pour comprendre pourquoi, nous devons regarder l'arme du crime, ou plutôt les nombreuses armes du crime, car il s'agit ici d'une mort par 1000 coups. Des coups impliquant l'infrastructure, la physique, la chimie et simplement l'économie pure et dure. Maintenant, le premier et le plus évident des tueurs, c'est la piste d'atterrissage. Rappelez-vous, toute l'existence de l'hydravion reposait sur le principe que construire de longues bandes de béton plate partout dans le monde était impossible, ou simplement trop coûteux. En 1935, c'était certainement vrai, mais ensuite il y a eu cette petite chose appelée la Seconde Guerre mondiale. L'argument de vente principal de l'hydravion, vous n'avez pas besoin de piste d'atterrissage, a simplement disparu en 6 ans. Un sentiment courant dans l'histoire de l'aviation résume bien la situation. La guerre a construit les pistes pour les bombardiers, puis après la paix, elles ont servi aux avions de ligne. Pourquoi se compliquer la vie à atterrir dans un port, gérer marée et navette, alors qu'on peut arriver sur un grand aérodrome à 8 km du centre ? De plus, la physique pose ici un problème, la traînée. Lorsqu'un objet se déplace dans l'eau, il génère des vagues, une vague d'étrave et une vague de poupe. Plus vous accélérez, plus ces vagues deviennent importantes. Vous atteignez la vitesse de coque où la longueur d'onde égale celle de la coque et la traînée augmente fortement. Vous êtes alors piégé dans un trou que vous avez créé. Pour aller plus vite que cela, il faut déjauger, il faut soulever la coque au-dessus de l'eau. C'est pour cela que les hydravions ont ce redent sur la coque dont nous avons parlé plus tôt. Cela casse l'aspiration et permet à l'avion de glisser à la surface comme un hors-bord, ce qui est génial pour le décollage, mais c'est absolument nul quand vous êtes en vol. Pensez-y de cette façon. Vous essayez de sprinter tout en poussant une baignoire en fonte à travers une piscine. Vous pouvez la concevoir de façon à ce que la baignoire puisse déjauger si vous la poussez assez vite. Mais dès que vous la sortez de l'eau et essayez de courir, vous portez toujours une sacrée baignoire, non ? Même dans les airs ? Cette coque en forme de bateau est une catastrophe, encombrante, pas du tout aérodynamique. La forme en V accentuée fend les vagues mais ajoute de la surface, donc plus de frottement et de traînée. Ce redent facilitant le décollage crée une zone de turbulence derrière elle. Les ballonnets ou d'extrémités d'ailes nécessaires à la stabilité augmentent la traînée, sans oublier la chimie. Utiliser des machines en aluminium haute performance dans l'eau salée est un vrai cauchemar. Ça ronge les revêtements, grippe les câbles et fait pourrir presque tout. La charge d'entretien d'un hydravion est nettement plus élevée que celle d'un avion terrestre. Il faut les laver en permanence, il faut inspecter la coque pour détecter la corrosion à chaque fois qu'elle touche l'eau. Nous l'avons vu avec les prototypes Saunders Rowe Princess. Ils n'ont même pas volé en service, mais simplement en restant entreposés. L'air humide et salé a tant corrodé les cellules qu'elles n'étirent plus que de la ferraille. Même aujourd'hui, les bombardiers d'eau modernes comme le Canadair CL415 doivent être fabriqués avec des matériaux coûteux et anti-corrosion, et subir des cycles de lavage rigoureux. Le quatrième danger, c'est l'environnement lui-même. L'océan n'est pas une piste d'atterrissage docile. Une piste en béton est prévisible, elle est lisse, on peut la drainer, on peut y installer des lumières, on peut en déneiger la surface. Elle a la même longueur aujourd'hui qu'hier, contrairement à l'eau. Rien de tout cela n'est vrai. Les opérations d'hydravion sont strictement limitées par l'état de la mer, la hauteur des vagues et la houle. Si les vagues sont trop hautes, impossible de décoller. Si la houle est trop forte, vous ne pouvez pas atterrir. Vous pourriez traverser 3000 milles au-dessus de l'Atlantique et découvrir que le port de Foyne, avec ses vagues de 2 mètres, rend l'atterrissage impossible. Les modèles récents, tels l'amphibie AG600 chinois, sont reconnus pour pouvoir opérer dans des vagues jusqu'à 2 mètres. Et cela semble impressionnant jusqu'à ce que vous réalisiez qu'en pleine mer, des vagues de 2 mètres, c'est juste un mardi tranquille. Mais le coup de grâce, celui qui a vraiment scellé le sort de ces appareils, c'était l'économie. Au final, l'aviation est un business. Le modèle de l'hydravion reposait sur la rareté et le luxe. Le Boeing 314 transportait 74 personnes ou 40 en couchette. Il volait à environ 240 km à l'heure.
Il avait un équipage nombreux, consommait énormément de carburant, plusieurs tonnes, et il fallait des jours pour arriver à destination. Les avions terrestres d'après-guerre tels que le Lockheed Constellation, le DC-6 et plus tard les jets comme le Boeing 707 ont tout bouleversé. Ils transportaient de plus de passagers, volaient 2 fois plus vite et avec moins de traînées, car la vitesse rapporte. Si un jet peut voler de New York à Londres en 7 heures, il peut faire demi-tour et revenir le même jour. Un hydravion met 20 heures et reste immobilisé pendant des jours. Les compagnies aériennes ont cessé de vendre quelques billets ultra luxueux à l'élite pour proposer des centaines de billets économiques à la classe moyenne. L'hydravion était idéal pour le premier modèle, mais mauvais pour le second. Ils étaient le Concorde des années 1930, des machines absolument incroyables, de véritables prouesses d'ingénierie et des symboles de fierté nationale. Mais au final, ils n'ont pas pu survivre dans une industrie qui est devenue obsédée par le coût au siège kilomètre offert. Et n'oublions pas les facteurs plus subtils, la mode, la politique. Dès les années 50, la modernité, c'était un avion à réaction élégant dans un nouvel aéroport rutilant avec un magnifique terminal en verre. Un bateau lourd accostant à une jetée mouillée sentait le passé. La corrosion. Les terrains en bord de mer des grandes villes ont pris beaucoup de valeur pour l'immobilier, pas pour des terminaux d'hydravions bruyants. Les voisins ne voulaient le pas de 4 moteurs en étoile rugissant au niveau de la mer, ils voulaient vendre que les avions soient à l'aéroport, loin du centre-ville. Ainsi, l'hydravion a perdu son seul grand avantage, l'absence de piste. Tout en conservant tous ses inconvénients, la traînée, le poids, la corrosion et la dépendance à la météo. Il est entré dans une ère où la vitesse et l'efficacité étaient reines, et il n'avait plus que le luxe et la nostalgie à offrir. Les survivants, les hydravions modernes et les amphibies. Mais l'hydravion n'est pas vraiment mort, il a simplement changé de métier. Il a enlevé son smoking, enfilé un gilet de travailleur et s'est remis au boulot. Là où il n'y a toujours pas de piste d'atterrissage, forêt en feu et océan disputé. Aujourd'hui, pour voir un hydravion en action, il faut aller sur un incendie de forêt en Méditerranée ou en Amérique du Nord, pas dans un terminal de luxe à New York. C'est le domaine de ce qu'on appelle le Pélican, plus précisément le Canadair CL-415. Conçu dans les années 90 comme un avion de lutte contre les incendies, cette machine est une véritable bête. Il ne se pose pas pour remplir ses réservoirs, il effectue un écopage à la surface de l'eau. Le pilote fait descendre l'appareil sur un lac où l'océan a environ 70 nœuds, frôlant les vagues, pendant que des sondes internes aspirent plus de 6000 litres d'eau, soit environ 1600 gallons en seulement 12 secondes. Il remet les moteurs à fond, reprend de l'altitude et largue la charge sur un incendie. Environ 95 appareils ont été construits et utilisés en France, Italie, Grèce et ailleurs. Ils sont tellement efficaces que de Havilland Canada développe actuellement un successeur modernisé, le DHC 515 Firefighter. Il possède une avionique et des systèmes modernisés, et peut réaliser 70 à 80 largages d'eau en une mission de 4 heures. Le plan est de le faire voler d'ici 2027, avec des livraisons dès 2028 prouvant que, quand le monde brûle, le meilleur atterrissage reste souvent le lac le plus proche. Et si vous voulez une vidéo sur ces avions, parce que j'en ai un peu envie aussi, on la fera probablement de toute façon, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Mais si les Canadiens construisent des bêtes de somme, les Chinois, eux, construisent des monstres. En 2025, la société Aviation Industry Corporation of China, ou AVIC, a reçu le certificat de type pour l'AJ Six Sense Kunlong. Cette machine est gigantesque. Avec un poids au décollage de plus de 53 tonnes et une envergure de près de 39 mètres, il est à peu près de la taille d'un Boeing 737 ou d'un Airbus A320. La Chine le présente comme le plus grand avion amphibie opérationnel au monde. Mon Dieu, un 737, c'est un sacré avion qui atterrit sur un lac. Bien qu'il puisse servir de bombardier d'eau capable d'écoper 12 tonnes d'eau, sa véritable valeur est stratégique. Il est conçu pour la recherche, le sauvetage en mer et surtout pour patrouiller les vastes eaux disputées de la mer de Chine méridionale. Il peut opérer en mer avec des vagues de 2 mètres, permettant de ravitailler des îles isolées ou de secourir des marins hors de portée d'un hélicoptère. C'est la preuve que, dans un rôle très spécifique, le grand hydravion a encore du sens. À l'autre extrémité de l'échelle, l'hydravion a trouvé une seconde vie comme jouet ultime. Des entreprises comme Icon Aircraft ont construit plus de 200 de leurs hydravions légers sportifs A5. Ces appareils ne sont pas conçus pour l'efficacité ou l'autonomie, ils sont simplement faits pour le plaisir. Ce sont les jet skis du ciel, faits pour que les pilotes du week-end atterrissent dans une crique pour pique-niquer. À cette taille, la traînée et le poids supplémentaire importent peu. Vous ne cherchez pas à faire du profit, juste à passer un bon moment. Parfois, le passé nous rappelle combien les anciens géants étaient impressionnants. Récemment, le Philippine Mars, l'un des derniers hydravions de la Seconde Guerre mondiale, a réalisé un dernier vol très médiatisé vers la baie de San Francisco, sur la voie de la retraite. Au musée de l'air et de l'espace PIMA,
Regardez ce Léviathan de 117 pieds et 34 000 kilos naviguer dans le port moderne est une expérience surréaliste. Alors, cela signifie-t-il que nous sommes à l'aube d'une renaissance des hydravions ? Allons-nous démolir les pistes et revenir à la romance du port ? Eh bien, vous vous doutez sûrement que la réponse est non, pas exactement. Mais l'idée revient un peu, simplement sous une forme très étrange et très moderne. Voici le concept du planeur marin, défendu par des entreprises beaux comme Régent. Ce ne sont pas des hydravions à coque des années 1930, mais des véhicules entièrement électriques utilisant l'effet de sol. Ils fonctionnent uniquement au-dessus de l'eau, selon 3 modes. À basse vitesse, ils flottent sur une coque comme un bateau. En accélérant, ils se soulèvent sur des hydrofoils, coupant à travers les vagues, et à grande vitesse, ils décollent complètement. Ils se déplacent comme sur un coussin d'air à quelques mètres de la surface, combinant la vitesse d'un avion et la commodité d'un bateau grâce à une idée ingénieuse. Pas besoin de piste, juste d'un quai. C'est comme reprendre le concept initial de l'hydravion et dire « d'accord, nous acceptons que la physique nous pénalise si nous tentons de voler haut avec une coque lourde semblable à un bateau. Nous n'irons donc pas haut, mais simplement vite et à moindre coût au ras de l'eau. » Mais soyons réalistes, est-ce que cela va remplacer le Boeing 777 ou l'Airbus A350 ? Non, absolument pas. Le marché des voyages longue distance au-dessus de l'eau est complètement dominé par les jets, et cela pour une très bonne raison. Les économies d'échelle, la vitesse et l'efficacité pure du réseau aéroportuaire mondial sont tout simplement écrasantes. Vous ne verrez pas un retour à l'époque où il fallait 6 jours pour traverser le Pacifique, peu importe la qualité des nappes en lin. Cependant, l'hydravion ne va pas disparaître. Il trouve simplement sa place dans une niche permanente et vitale, à mesure que le changement climatique s'aggrave et que les incendies de forêt deviennent plus intenses. La demande de bombardiers d'eau amphibies comme le DHC 515 augmentera avec la congestion croissante des villes côtières et la surcharge des aéroports. Contourner le tarmac pour atterrir directement dans le port avec un planeur marin ou un petit amphibien devient séduisant. Le nombre impressionnant de nouveaux modèles que nous voyons, du gigantesque AG600 chinois aux avions de lutte contre les incendies canadiens et aux planeurs électriques, le suggère. Nous n'en avons pas encore fini avec cette idée. Nous ne reviendrons pas à l'ère des Clippers, c'est certain. Mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à tourner le dos à l'eau. Merci de votre attention.